Dans mon esprit, c'est vraiment un roman divisé en 3 gros chapitres. Au début, j'avais plutôt l'idée de faire un roman à la structure plus classique, un roman qui se serait lu d'une traite, de façon unie. Et puis, je me suis rendu compte que j'aurais du mal à faire entrer dans ce genre de structure les 3 histoires de ces femmes donc, que je voulais décrire. Ça me semblait trop artificiel, donc j'ai pris le parti plus radical de diviser. L'histoire qui se trouve être la première dans le livre, je l'ai écrite en 2e et la 3e à la fin. Et au début, en fait, quand j'avais encore l'idée d'un roman uni, il aurait été vu à travers les yeux de ce Rudy. C'est donc effectivement c'est la partie centrale du livre, mais finalement les 3 récits sont des récits d'exil problématiques. Je pense que l'exil est toujours difficile, plus évidemment lorsqu'il n'est pas choisi, mais même lorsque c'est un choix, l'exil n'est pas simple et chacun à sa manière, les personnages vivent des exils douloureux, même dans le cas de ce Rudy, puisqu'il revient certes en France, qui est au départ son pays, mais il se sent décalé, déclassé et en exil en fait, puisqu'il rêvait, lui, de rester en Afrique où il était heureux. Donc même chez soi, on peut être un exilé, même dans sa famille, dans son couple, on peut être un exilé. Il est finalement très exigeant vis-à-vis de lui-même. Il a l'impression que rien de ce qu'il peut penser ou faire n'est vraiment bien. Mais simplement, il a une très haute aspiration qui est d'être à la hauteur de cette femme, ou en tout cas de ce qu'il imagine être cette femme. Donc c'est plutôt un homme ordinaire qui voudrait être mieux que ça. Je crois que ce qui lui, ce qui compte le plus à ses yeux n'est pas tant le fait qu'il était beau et qu'il le soit moins encore qu'un, mais c'est plutôt le fait qu'il a été un homme glorieux, mais surtout honnête, aimant, aimé, réussissant dans sa vie d'enseignant qu'il adorait et qui n'est plus cet être honnête et prospère qu'il a été. Donc il souhaite plutôt redevenir cet homme heureux qu'il était que redevenir l'homme beau qu'il était. Ça, c'est plutôt que les 2 choses à l'époque allaient ensemble, oui, mais il n'est pas si infatué de son physique. Il se rend compte finalement qu'il n'est pas obligé d'être le fils responsable de parents irresponsables. Et une des inconséquences nuisibles de sa mère est effectivement qu'elle croit aux anges et que, non contente d'y croire, elle voudrait que le monde entier devienne angélique. Et finalement, cette femme qui ne vit que dans l'idée d'un monde pur est une femme profondément destructrice et mauvaise. C'était un professeur de littérature et il se retrouve à vendre des cuisines et dans son esprit, c'est vraiment un déclassement. Donc il ne veut pas être bon, il ne veut pas être un excellent cuisiniste car il aurait l'impression que du coup,
il renonce à jamais à la beauté, au livre, etc. L'idée m'est vraiment venue de ce que m'avait raconté à l'époque un jeune voisin que nous avions en Gironde et qui se trouvait être cuisiniste. Et il m'avait raconté vraiment son désespoir profond quand un jour il était revenu chez une cliente qu'il avait appelée en urgence et qui s'était rendu compte qu'il avait fait une erreur de mesure. Et lui était un jeune homme vraiment compétent et qui avait un grand amour de son métier. Mais malgré cela, il lui était donc arrivé de faire une dramatique erreur de mesure qui a pu ensuite être rectifiée. Mais je comprenais très bien vraiment la détresse dans laquelle il s'était retrouvé plongé et soudain il avait eu l'impression d'être un rien du tout, un médiocre, un nul absolu, face surtout à la rage de cette cliente qui découvrait que, je ne sais pas, l'espace entre l'évier et le plan de travail était trop réduit ou je ne sais quoi. Enfin, voilà, donc finalement, cette histoire est venue d'une anecdote très précise, très, très réelle. Des trois femmes du livre, Nora est effectivement la plus chanceuse, c'est-à-dire elle a une vie d'avocate à Paris plutôt stable, en tout cas très organisée, et elle pratique un métier qu'elle a choisi et qu'elle aime. Et en répondant à la demande pressante de son père de venir le rejoindre au Sénégal, elle introduit du désordre dans sa vie. Et puis, par une forme de faiblesse ou par trop de gentillesse ou autre chose, elle va donc voir son père sans avoir la moindre idée de ce qu'il a à lui demander. Et c'est une sorte de pas de trop qu'elle a fait en direction de cet homme à qui elle ne doit rien. Une fois que ce pas est fait, le retour n'est plus possible. Elle va être plus ou moins obligée, enfin c'est un choix, mais elle se sent obligée de faire ce choix, de rester là-bas pour défendre en tant qu'avocate donc son jeune frère, le frère que le père avait emmené avec lui, enlevé plus de 20 ans auparavant. Oui, au début, vraiment, elle a l'impression que cet homme est une sorte de poids, car au lieu de l'aider, croit-elle en tout cas, avec les enfants, il ne fait qu'introduire de la confusion, des jeux inutiles, en fait, tout un désordre dont elle a absolument horreur. Elle veut une vie pour elle et sa fille extrêmement rigoureuse, une vie qui obéit à des horaires, à des règles, à une morale précise. Et elle a l'impression que tant son père, pour d'autres raisons que cet homme, essaie de miner ses fondements de, de vie tranquille ou en tout cas stable, qu'elle essaye d'édifier. Mais au fil de son histoire, au fil du récit, elle va finalement se demander si elle a raison et si elle n'est pas finalement dans l'excès de rigueur, d'exigence, et si elle n'est pas non seulement assommante, mais même dangereuse ou néfaste à force à force de rigueur. Oui. En fait, au début, c'est une femme qui est en lutte. Elle est en lutte contre ce père qui a ruiné la vie d'une famille et finalement, elle accepte à la fin de ne plus être en lutte, non parce qu'elle serait soudain résignée, soumise et passive, mais simplement parce que
être en lutte, c'est encore être dans la dépendance. Et elle ne veut plus être dans cette dépendance, donc elle accepte de ne plus lutter contre ce père. Et du coup, donc, elle accepte aussi de ne plus lutter contre la manière d'être et de faire de Jacob, qui peut-être n'est pas si mauvaise que ça. Ce sont précisément des personnages qui, du fait de leur haute exigence et de leur grande morale, finalement se sentaient en tant que fille et que fils responsables des erreurs de leur père ou mère. Et ils comprennent qu'ils ne sont pas obligés de tout reprendre à leur compte, qu'ils ne sont pas obligés non plus, comme Rudy, de reproduire une violence, celle que son père avait. Et finalement, c'est une façon de devenir adulte, même si eux le deviennent un peu plus tard aussi qu'ils auraient pu, et douloureusement, mais ça ouvre sans doute la voie d'une forme d'apaisement et éventuellement de bonheur. Oui, c'est la première fois, c'est même la première fois finalement que j'aborde un thème aussi présent dans l'actualité du monde. Et donc, c'est la première fois aussi que je me suis vraiment informée. J'ai lu de nombreux articles à ce sujet, de nombreux témoignages de migrants, car il m'importait vraiment là d'être exact, de ne pas raconter n'importe quoi, de ne pas être dans la fiction sur des points de détail précis quant à la route que font ces gens. Mais d'ailleurs, ce que je décris de cette route est bien en deçà de ce que vivent réellement les migrants. Ils traversent, pour essayer de joindre l'Europe, des épreuves dont on a vraiment peine à se faire idée. C'est absolument incroyable. Et justement, j'avais eu l'impression souvent, donc, en voyant des reportages à ce sujet, que certes, ce sont des êtres misérables, ce sont des gueux, ce sont des êtres qui ne comptent pour personne et pour rien, mais avant tout, il me semblait que c'était des héros, vraiment, car oui, il leur faut un courage, une vaillance absolument incroyable. Et plutôt que donc de décrire cette femme comme une victime, une malheureuse, j'avais envie d'en faire une héroïne romanesque, tout en restant au plus près d'une réalité actuelle. En fait, j'aurais pu très bien situer ces récits ailleurs, en Inde éventuellement, au Maghreb aussi, en tout cas dans tout endroit du monde où on puisse avoir ce rapport nord-sud, c'est-à-dire ce rapport de déséquilibre économique et de grandes différences de niveau de vie entre les deux. Pour toutes sortes de raisons, j'ai préféré les situer en Afrique, mais c'est plutôt emblématique de cette relation nord-sud. En fait, c'est un endroit du monde que je connais peu. J'y suis allée une seule fois dans ma vie et c'est un voyage qui remonte à 25 ans. Donc, c'est un lieu qui m'est très étranger, mais qui, peut-être de ce fait-là, m'interroge, me fascine aussi un peu et dont j'essaye de m'approcher prudemment, mais de plus en plus avec la maturité. Je vis donc en Allemagne depuis un peu plus de 2 ans maintenant et je me sens, oui, en exil du fait de la langue que j'apprends depuis seulement 2 ans. Je n'avais jamais appris l'allemand avant,
Mais en même temps, je suis bien consciente que c'est un exil de luxe, c'est un exil choisi, heureux de ce fait, puisque si c'était un exil raté, je serais rentrée. Et je, je suis très consciente qu'avec un passeport européen, vraiment, l'exil en Europe est, oui, facile, relativement luxueux. Je m'en suis vraiment rendu compte là en Allemagne. J'apprends l'allemand dans un cours où il y a 12 ou 13 autres élèves et autant de nationalités. Et tous, on a des raisons différentes d'être à Berlin, mais la plupart sont des émigrés. Il y a une coiffeuse libanaise, un comptable roumain, une jeune chinoise, je n'ai pas encore compris ce qu'elle fait, une fille au père sud-africaine, etc. Et très souvent, ils viennent voir notre professeur avec des montagnes de papier à remplir qui les angoisse. Et je me rends bien compte que leur exil est bien plus dur que le mien et que voilà, les efforts qu'ils doivent faire, eux, pour être bien là où ils sont bien plus importants que ceux que moi je dois faire. C'est difficile de pas entrer dans les clichés nombreux que la ville apporte, produit, et clichés qui, comme c'est le cas souvent, sont assez justes, c'est-à-dire le côté alternatif, effervescent, etc. Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, donc il faut que je trouve une autre manière de situer Berlin, et c'est un travail qui est en cours. Pourquoi ça? Là, c'est simplement parce que, au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir épuisé les lieux où on vit à force de marche, hein, surtout. L'impression que le lieu n'est plus inspirateur. Donc, à ce moment-là, souvent, on en change. Mais voilà, maintenant, je ne crois pas qu'il y aura d'autres récits dans le Bordelais. Ce sera autre chose. Or, déjà, en termes de style, je pense que maintenant, euh, je n'ai plus peur de faire simple, ou en tout cas plus simple. Euh, Plus jeune, j'avais l'impression qu'il était impossible d'être à la fois littérairement exigeante et accessible à un grand nombre de lecteurs, ou en tout cas, j'avais l'impression que cela m'était impossible, alors que maintenant, je vois bien comment on peut se tenir sur une crête assez, assez comment, épineuse, mais bon, en tout cas qui existe, entre une exigence littéraire et un plaisir de lecture. Et, quant à ce dont je parle, j'ai l'impression aussi que maintenant, avec le temps, je peux tout à fait envisager de décrire non pas uniquement le drame et la face sombre des choses, mais aussi leur envers, et parler non seulement de la brutalité et de la méchanceté, mais aussi de la douceur et de la gentillesse, alors que plus jeune, ça m'était impossible parce que je trouvais ça trop dur aussi. C'est-à-dire que en général, euh, il est plus facile de décrire ce qui va mal que ce qui va bien. Les mots viennent plus facilement, et il est, oui, plus facile quand on est jeune de décrire des ogres que des bonnes fées, quoi. Ça semble plus intéressant, alors que maintenant, je pense que je peux faire les deux, quoi. C'est là un peu que je situe la maturité, mais c'est aussi parce que
avec l'expérience humaine, on se rend compte que la vie est diverse, quoi. Dire le travail que j'ai fait sur la troisième femme, cette jeune migrante, était plus difficile parce que jamais, moi, je n'ai vécu ce qu'elle vit. C'est une femme qui ne me ressemble en rien. Et donc, tout le défi était d'essayer, malgré ces différences énormes entre elle et moi, de me glisser au plus près de ses pensées, de ce qu'elle ressent, alors même que je ne sais pas du tout ce que c'est que de vivre dans la misère, dans le rejet, et puis de vivre aussi ces épreuves inouïes de la migration. Donc, dans mon fauteuil, devant mon ordinateur et dans mon appartement bien chauffé de Berlin, le défi était de réussir à imaginer ce genre d'existence. Et puis, non, mais là aussi, c'était parce que quand j'ai lu tous ces récits de migrants, il me semblait que la faire réussir, elle, aurait été trop facile. C'est-à-dire que, que la fin, malheureusement probable et si fréquente de ces jeunes femmes qui partent, c'est la mort. Donc, je ne voyais pas de raison de donner une fin heureuse à une histoire qui est, dans la réalité, le plus souvent tragique. Peut-être qu'elle est un peu ouverte, cette fin, parce que lorsque le jeune homme, à la fin de l'histoire, voit un oiseau, il a l'impression que c'est elle, et elle, au moment de mourir, a l'impression aussi qu'elle se transforme en... Voilà. Donc, à mon avis, c'est plus optimiste que ça n'en a l'air. En général, j'ai du mal avec le réalisme strict, et j'aime bien précisément que les éléments les plus triviaux, les moins romanesques, comme ces histoires de cuisine que Rudy installe, se mêlent à des éléments qui, à mes yeux, relèvent plus oui, du conte, du merveilleux, enfin, de choses belles. Et j'aime énormément les films ou les romans d'horreur ou d'épouvante, parce que en général, il procède de manière assez simple et efficace. On part souvent d'une situation très rassurante, même très confortable, agréable, une famille heureuse, etc. Et puis, progressivement, on sombre dans l'inexpliqué, l'inexplicable, et puis, selon le livre ou le film, l'épouvante. Hitchcock fait ça très bien. Je n'écris pas des histoires épouvantables au sens propre du terme, mais j'aime bien en tout cas cette association de réalisme très rassurant et d'étrangeté inconfortable. D'ailleurs, il me semble que dans les récits de fantastique classique, il y a cette notion d'inquiétante étrangeté, même dans les contes. Finalement, souvent, il y a, avant que le merveilleux fasse irruption pleinement, une forme d'inquiétude imprécise. Par exemple, dans le film d'Hitchcock, Les oiseaux, au début du film, tout est clair et lumineux, et les oiseaux sont des êtres charmants et pépiants, et
et en cage. Et puis au fur et à mesure que le film se déroule, le ciel devient plus sombre et les oiseaux deviennent effrayants et puis agressifs. Donc c'est un principe finalement classique dans la littérature ou les films d'horreur ou fantastique dont je me réclame absolument, oui. Moi, j'avais tout simplement envie de finir avec une question peut-être plus légère. Comment on se sent quand on est sur la deuxième liste du prix Goncourt à 3 semaines de l'octroi de ce prix? On sent rien du tout, je crois. Enfin, rien de spécial en tout Il y a cas. rien de spécial. Ben non, parce que de toute façon, tout ça est encore absolument improbable, irréel, lointain. Et puis, oui, quoi dire finalement qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça va fondamentalement changer, peut-être? Vous n'y pensez pas? Ben, j'ai maintenant aussi plus de 25 ans de métier. C'est un livre qui vient après beaucoup d'autres, donc ça fait pas non plus le même effet, je pense, que quand ça arrive au début ou après, oui, ou pour un premier ou deuxième livre. Maintenant, c'est voilà quoi. Enfin, c'est pas non. Enfin, jusqu'à présent, ça ne me fait pas grand-chose, non. Bien. Merci Marine Diaye. Donc, je Merci rappelle à le vous. titre de votre livre, Trois femmes puissantes.